Le 20 février 1943, col de Kasserine, Tunisie. L'Oberfeldwebel Friedrich Weber, commandant d'un Panzer IV de la 21e Panzerdivision, inspectait le matériel américain capturé éparpillé dans le désert. Son équipage venait de submerger une position américaine hâtivement abandonnée lors de la contre-offensive de Rommel. Parmi les armes abandonnées, quelque chose retint son attention. Un tube d'acier de 137 cm. Des mires en fil métallique simple. Une crosse avec des piles. Des marquages américains indiquaient « Roquette M1 ». Son tireur trouva 6 roquettes à proximité. Des ogives peintes en vert. Des ailettes stabilisatrices. Des détonateurs à impact. Weber examina l'ogive avec attention. Conception à charge creuse. Liner conique en cuivre. Simple mais élégant. Ce n'était pas de l'artillerie. C'était portable par l'infanterie. « Testez-le », ordonna Weber. Ils visèrent un half-track américain abandonné à 100 mètres. Son pourvoyeur pressa la détente électrique. Whoosh! La roquette fila vers l'avant. Impact. Pénétration nette à travers 25 mm de blindage. Weber sentit son estomac se nouer. Son Panzer IV coûtait au Reich 103 000 Reichsmark, soit environ 41 000 $. Des années d'ingénierie, des mois de main-d'œuvre qualifiée. Ce tube américain avec des piles, peut-être 100 $ à produire, peut-être moins. Il regarda à nouveau le bazooka, et pour la première fois en 2 ans de guerre du désert, ressentit quelque chose proche de la peur. N'importe quelle escouade d'infanterie américaine pouvait désormais emporter un tueur de chars. Chaque trou de tirailleur, chaque coin de rue, chaque haie. La supériorité blindée allemande, des années d'ingénierie, des milliards en ressources, le travail de milliers des meilleurs ouvriers du Reich venait d'être annulé par un tube d'acier que n'importe quel ouvrier de Détroit pouvait produire entre le déjeuner et le dîner. Pour comprendre ce que Weber avait découvert, il fallait d'abord comprendre ce que l'Allemagne avait construit. Le 1er septembre 1939, Pologne. Les divisions blindées allemandes démontrèrent une nouvelle forme de guerre. Des colonnes blindées rapides, soutenues par l'aviation et l'infanterie motorisée, pulvérisèrent les défenses polonaises en quelques jours. Le monde appela cela le Blitzkrieg, la guerre éclair. La doctrine était simple mais révolutionnaire, concentrer les blindés sur les points faibles, percer, exploiter profondément dans les arrières ennemis, désorganiser le commandement, détruire les approvisionnements, forcer la reddition par la vitesse et le choc, non par l'usure. France, mai 1940. La ligne Maginot, le système de forteresse supposément imprenable de la France, fut simplement contourné. Les panzers allemands avancèrent à travers les Ardennes, un terrain que les Français jugeaient infranchissable pour les blindés. En 6 semaines, la France tomba. En 1941, les forces de panzers allemands semblaient irrésistibles. L'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, vit les blindés allemands foncer sur des centaines de kilomètres en territoire soviétique. La philosophie allemande était claire. Le char était la pointe de lance, l'arme de la percée. L'infanterie soutenait les chars, et non l'inverse. Weber lui-même avait été témoin de cette domination. Il avait commandé son Panzer IV en France en 1940. Il avait vu l'infanterie française se disperser à l'approche des blindés allemands. Il avait vu les panzers briser des lignes défensives qui auraient pris des semaines à réduire avec un assaut conventionnel. Contre l'infanterie, le char était presque invincible. Les armes anti-chars d'infanterie en 1940 étaient primitives. Le standard était le fusil anti-char, lourd, à un coup, à peine efficace contre les blindés légers, complètement inutile contre les chars moyens. Le fusil anti-char polonais WZ-35 pesait 20 kg. Il tirait une balle perforante de 7,92 mm. Pénétration maximale. 15 mm à 100 mètres. Le Panzer IV de Weber avait 50 mm de blindage frontal. Le fusil anti-char soviétique PTRD rencontré en 1941 était encore plus désespéré. 17 kg, projectile de 14,5 mm, recul sévère, pénétration maximale de 25 mm à 500 mètres, toujours insuffisant contre les chars moyens allemands.
Ces armes exigeaient un tir de précision extraordinaire, un seul coup. Le soldat devait toucher un petit point vulnérable, épiscope, chenille, grille de moteur, sous le stress du combat, sous le feu, alors que le char était en mouvement. C'était presque impossible. Plus important encore, ces fusils désignaient le tireur à la mort. Le souffle de la bouche était énorme. La fumée trahissait la position instantanément. Les chars allemands ciblaient immédiatement les positions de fusils anti-chars avec des tirs de mitrailleuses et des obus explosifs. L'infanterie avait aussi des grenades anti-chars, mais celles-ci exigeaient une approche suicidaire. Un soldat devait s'approcher à moins de 20 mètres d'un char en mouvement et tirant, y coller une mine magnétique ou lancer une grenade liée sur les points faibles. Le taux de survie était terrible. Le résultat était prévisible. L'infanterie craignait les chars. Quand les panzers allemands apparaissaient, les unités d'infanterie rompèrent souvent et battaient en retraite. L'effet psychologique était aussi important que la destruction physique. Les commandants de chars allemands opéraient avec une confiance frisant l'arrogance. Weber se souvenait de la sensation à l'intérieur d'un panzer. Vous étiez invulnérable aux tirs de fusil. Les balles de mitrailleuse ricochent sans danger. Même les mortiers et l'artillerie devaient marquer des coups directs pour être menaçants. Le commandant de char était le roi du champ de bataille. Il choisissait ses cibles. Il décidait quand engager. Il dictait le tempo du combat. Les seules vraies menaces pour les blindés allemands étaient les autres chars, les canons anti-chars lourds ou l'artillerie enterrée. Mais ces armes étaient volumineuses, lourdes, nécessitaient des camions ou des chevaux pour se déplacer. Elles ne pouvaient pas accompagner l'infanterie à l'assaut. Elles ne pouvaient pas opérer dans les forêts ou les montagnes. C'étaient des armes défensives, pas offensives. Cela créa la doctrine tactique allemande. Les blindés opéraient en formation concentrée. Des divisions de panzers avec des centaines de chars soutenus par de l'infanterie mécanisée et de l'artillerie. Quand elles rencontraient une forte résistance, elles la contournaient, la laissant aux forces d'infanterie de suivi pour la réduire. La vitesse était tout. Percée, exploitation, encerclement. Début 1942, l'Allemagne avait produit environ 4000 Panzer IV, son principal char moyen. La production était qualifiée, minutieuse, longue. Chaque char exigeait de l'usinage de précision, du soudage expert, des composants spécialisés. L'assemblage prenait des semaines, mais les chars étaient efficaces. Un équipage de Panzer IV qui survivait à ses premières batailles devenait des chasseurs vétérans. L'équipage de Weber lui-même avait détruit 14 chars ennemis en France et en Russie. Ils faisaient confiance à leurs véhicules. Ils faisaient confiance à leur tactique. Puis la Tunisie arriva. Les Américains débarquèrent. Au début, les forces américaines semblaient confirmer les présomptions allemandes. Au col de Kasserine, en février 1943, les vétérans de Rommel écrasèrent les unités américaines inexpérimentées. Les unités de chars américaines furent malmenées. L'infanterie américaine battit en retraite en désordre. La confiance allemande resta élevée. Les Américains avaient des effectifs, oui, mais la qualité allemande l'emporterait. De meilleurs chars, de meilleures tactiques, de meilleurs soldats. Weber y croyait totalement jusqu'à ce qu'il ramasse ce tube d'acier le 20 février 1943. Tout était sur le point de changer. Weber ordonna à son équipage d'apporter le lance-roquettes américain et ses munitions à son Panzer. Il devait comprendre cette arme. Le tube lui-même était remarquablement simple. Tuyau d'acier sans soudure, 152 cm de long, 60 mm de diamètre. Weber estima le poids à peut-être 6 kg. Assez léger pour être porté facilement par un homme. Le mécanisme de tir était rudimentaire, mais fonctionnel. 2 piles sèches dans la crosse, un simple circuit électrique. Presser la détente, fermer le circuit, allumer le moteur fusée. Les mires étaient presque insultantes par leur simplicité. Un guidon en fil, une hausse repliable à échelon, des graduations de distance jusqu'à 275 mètres. Pas d'optique, pas de mécanisme de réglage complexe. Weber avait vu le développement d'armes allemandes. Les ingénieurs du Reich créaient des chefs-d'œuvre de précision mécanique. Le Panzerfaust, la propre arme anti-char de l'Allemagne, était à usage unique, jetable. Le Panzerschreck, inspiré par ce même design américain, était complexe, lourd,
coûteux. Ce bazooka américain était réutilisable, simple, élégant. La roquette était plus intéressante. Obus anti-char à haute explosive M6. Ogive à charge creuse d'1,5 kg avec liner conique en cuivre. À l'impact, l'explosif détonnait, convertissant le liner en cuivre en un jet hypersonique de métal en fusion capable de percer le blindage. Weber connaissait la physique. Les charges creuses étaient une technologie connue, mais les rendre portables par l'homme, fiables et assez bon marché pour la production de masse, c'était l'innovation américaine. Il compara cette arme aux systèmes anti-chars allemands. Le canon anti-char de 37 mm PAC 36 pesait 432 kg, nécessitait un équipage de 5 hommes, exigeait un véhicule tracteur, généralement des chevaux ou un véhicule léger pour le transport. Le temps de mise en position était de plusieurs minutes. Le PAC 38 de 50 mm, le canon anti-char amélioré allemand, pesait 1000 kg, équipage de 6 hommes, nécessitait un camion pour la mobilité. Excellente arme, mais complètement immobile une fois que l'ennemi attaquait. Le fusil anti-char Panzerbüchse 39, la solution allemande pour l'infanterie, pesait 12 kg et 400 grammes. Coup par coup, à verrou. Projectile perforant de 7,92 mm, pouvant pénétrer 25 mm à 100 mètres. Efficacité marginale, ergonomie terrible, recul sévère. Le bazooka américain pesait 6 kg. Un équipage de 2 pouvait l'opérer. Un tireur, un pourvoyeur. Pas besoin de véhicule, pas de chevaux, pas de mise en place longue. Le prendre, viser, tirer. La mobilité était révolutionnaire. Les canons anti-chars allemands ne pouvaient pas suivre l'infanterie à travers les forêts. Ils ne pouvaient pas grimper les montagnes. Ils ne pouvaient pas opérer dans les décombres urbains. Ils défendaient des positions fixes. Le bazooka allait partout où l'infanterie allait. Forêt, montagne, bâtiments, égouts. Tout terrain que l'infanterie pouvait traverser, le bazooka pouvait l'accompagner. Weber testa l'arme à nouveau, cette fois à plus grande distance, 150 mètres. Son pourvoyeur inséra la roquette par l'arrière, connecta le fil électrique. Weber épaula le tube, visa un autre véhicule américain abandonné, tira. Le moteur fusée s'alluma avec un whoosh distinctif. Recul minimal. La roquette se stabilisa en vol. Les ailettes se déployèrent. Impact. Pénétration. Portée effective approximativement 150 à 200 mètres. Pas impressionnant comparé au canon de char. Le Panzer IV de Weber pouvait engager un char ennemi à 1000 mètres ou plus. Mais ce n'était pas le propos. Le propos était que l'infanterie américaine possédait désormais cette arme. Pas des unités anti-chars spécialisées, pas l'artillerie, l'infanterie. Le simple soldat pouvait porter un tube qui tuait les chars. Weber examina les caisses de munitions américaines. Chaque roquette était clairement marquée avec des instructions simples. Procédure de chargement, information de sécurité, estimation de distance. Tout était conçu pour la production de masse et l'entraînement rapide. Il calcula les coûts dans son esprit. Le tube d'acier nécessitait une soudure basique, pas d'usinage de précision. Les mires étaient du fil plié. L'électronique était 2 piles et un simple câblage. Coût total peut-être 100 Reichsmarks, peut-être moins. Les roquettes étaient plus complexes, mais toujours conçues pour la production de masse. Ogive à charge creuse, moteur à propergol solide, ailette stabilisatrice. Peut-être 50 Reichsmarks par roquette. Comparez cela à son Panzer IV. 103 000 Reichsmarks. 9 mois pour le construire dans des usines allemandes, déjà en difficulté à cause des bombardements alliés et des pénuries de ressources. Les mathématiques étaient dévastatrices. Pour le prix d'un Panzer IV, les Américains pouvaient produire plus de 1000 bazookas. Pour le coût de formation d'un équipage de Panzer pendant 6 mois dans des écoles spécialisées, les Américains pouvaient former 100 équipes de bazookas en une semaine. Weber avait été témoin de la guerre industrielle en Russie. Il avait vu la logistique allemande peiner à fournir carburant, munitions, pièces détachées aux divisions de Panzer à des centaines de kilomètres des gares de triage. Il avait vu des chars abandonnés parce que les pièces de rechange n'étaient pas disponibles. Il avait vu des opérations entières annulées parce que le carburant n'arrivait pas. Le bazooka ne nécessitait aucune logistique lourde, pas de carburant, pas de pièces détachées complexes. Les munitions étaient apportables.
Un homme pouvait porter 3 roquettes, chacune pesant 1,5 kg. Une compagnie d'infanterie américaine pouvait emporter des douzaines de bazookas et des centaines de roquettes au combat. Pas besoin de véhicules, pas de colonnes de ravitaillement requises. Les implications se cristallisèrent dans l'esprit de Weber. La production de masse américaine avait militarisé son infanterie. Chaque escouade américaine était désormais une unité anti-char. La doctrine tactique des panzers allemands, développée sur une décennie, éprouvée au combat en Pologne, en France, en Russie, était soudainement obsolète. La compréhension théorique de Weber devint une réalité brutale 2 semaines plus tard. Le 6 mars 1943, El-Guettar, Tunisie. La compagnie de Panzers de Weber, faisant partie de la 10. Panzer Division, attaqua les positions américaines défendant la ville. Les renseignements rapportèrent que les forces américaines étaient inexpérimentées. La première division d'infanterie, fraîchement arrivée de Grande-Bretagne. Proie facile pour des équipages de Panzer vétérans. L'attaque commença à l'aube. 15 Panzer IV avancèrent en formation de ligne, tactique standard. Puissance de feu écrasante, avance rapide, percée, exploitation. L'infanterie américaine tint bon. C'était inhabituel. Normalement, l'infanterie battait en retraite à l'approche des chars. Ces Américains restèrent en position. À 300 mètres, le Panzer de Weber reçut son premier coup. Pas de l'artillerie, pas d'un canon anti-char, mais des positions d'infanterie. Une roquette jaillit d'un trou de tirailleurs américain. L'impact contre son blindage frontal fut net, caractéristique d'une charge creuse. Le Panzer trembla, mais le blindage tint. 50 mm de blindage frontal était juste assez épais. Mais ensuite, une autre roquette, et une autre. Les positions d'infanterie américaines éclatèrent avec des bazookas. Weber compta au moins 8 signatures de lancement distinctes. Des traînées de fumée croisaient le champ de bataille. Ses camarades commandants de Panzer signalèrent par radio leur confusion. Sous le feu de positions d'infanterie, armes du type Panzerfaust. Mais ce n'étaient pas des Panzerfaust. Les Allemands connaissaient leurs propres armes. C'étaient des bazookas américains, des douzaines. Le commandant de compagnie de Weber, le major Hartmann, ordonna au Panzer d'augmenter la vitesse. Doctrine standard. Se rapprocher rapidement de l'ennemi, submerger les positions d'infanterie avant qu'elles ne puissent recharger leurs armes anti-chars. Les Panzers accélérèrent à 25 km/h sur un terrain accidenté, moteur rugissant, mitrailleuse tirant. À 150 mètres, le feu de bazooka s'intensifia. Un Panzer IV à la gauche de Weber prit un coup sur le blindage latéral, 30 mm d'épaisseur. Pas assez. La charge creuse pénétra. Les munitions du char explosèrent. L'équipage ne s'échappa pas. Un autre Panzer, sur le côté droit de la formation, touché dans le compartiment moteur. Incendie. L'équipage évacua sous le feu des mitrailleuses. Le propre Panzer de Weber fut touché 2 fois de plus. Une roquette frappa la tourelle. Pénétration du blindage latéral. Son tireur fut blessé par des éclats. Le second coup endommagea la chenille droite. Le Panzer dérapa et s'immobilisa sous le feu, encore à 100 mètres des positions américaines. L'attaque s'enlisa. Sur 15 Panzers, 3 étaient détruits, 5 immobilisés. Le reste se replia derrière une crête. L'équipage de Weber répara la chenille à couvert. Cela prit 40 minutes. Pendant tout ce temps, ils étaient à portée de bazooka de l'infanterie américaine. Si les Américains avaient avancé, le Panzer de Weber aurait été détruit à loisir. Mais l'infanterie américaine n'avança pas. Elle maintint ses positions défensives. Elle laissa les Allemands se replier. Ce soir-là, le commandant de compagnie de Weber tint un briefing. Les Panzers avaient échoué à percer. Les pertes étaient dans les pires depuis leur arrivée en Tunisie. Le problème était clair. L'infanterie américaine était équipée d'une arme anti-char portable efficace en quantité substantielle. Les renseignements avaient signalé l'existence de bazookas, mais pas en tel nombre. Apparemment, chaque compagnie d'infanterie américaine avait de multiples équipes de bazookas, distribution au niveau de l'escouade, pas d'unités anti-chars spécialisées, de l'infanterie régulière. Le major Hartmann exposa de nouvelles directives tactiques. Les Panzers n'avanceraient plus contre des positions d'infanterie préparées, sans une préparation d'artillerie extensive et un soutien d'infanterie.
C'était révolutionnaire pour la doctrine des blindés allemands. Tout l'intérêt des Panzers était leur capacité de percée indépendante. Maintenant, ils avaient besoin d'armes de soutien. Les implications allaient au-delà de la tactique. La vitesse, l'essence du blitzkrieg étaient perdues. Si les Panzers devaient attendre un soutien d'artillerie ou que l'infanterie nettoie les positions, les taux d'avance ralentiraient dramatiquement. La surprise était compromise. Si chaque assaut nécessitait une préparation, les défenseurs auraient le temps de se renforcer. La flexibilité était réduite. Les Panzers ne pouvaient pas contourner des positions fortes si ces positions étaient tenues par de l'infanterie avec des bazookas. Même de petites unités d'infanterie pouvaient menacer les colonnes de chars. Weber participa à 3 autres attaques au cours des semaines suivantes. À chaque fois, le feu de bazooka américain força les Panzers à opérer avec prudence. Distance de sécurité, tir de suppression, manœuvre prudente. À Macknacy le 22 mars, la compagnie de Weber perdit 2 Panzers à cause de bazookas en zone urbaine. Le terrain clos, les bâtiments et les décombres offraient aux Américains des positions d'embuscade parfaites. Des roquettes tirées depuis les fenêtres, les toits, les sous-sols. Les Panzers ne pouvaient pas manœuvrer, ne pouvaient pas exploiter la vitesse, ne pouvaient pas retourner un feu efficace contre l'infanterie cachée dans les structures. Après Macknacy, les commandants de Panzers reçurent des ordres explicites. Éviter les zones urbaines, éviter les terrains clos, opérer dans le désert ouvert où la portée et la mobilité pouvaient être utilisées. C'était un aveu de défaite. Les blindés allemands conçus pour la percée et l'exploitation évitaient désormais l'infanterie. L'impact psychologique sur Weber et ses camarades commandants de chars fut profond. La confiance de 1940 et 1941 était partie. Chaque avance signifiait désormais calculer les champs de tir, identifier les couverts, guetter les signatures de fumée des lancements de roquettes. À l'intérieur du char, auparavant une position de sécurité et de puissance, les membres d'équipage sursautèrent désormais à chaque ombre, chaque mouvement dans les positions ennemies. Le chasseur était devenu le chassé. Et ce n'était que l'Afrique du Nord, seulement le début. L'Amérique produisait ses armes par milliers. Weber ne connaissait pas encore les chiffres de production, mais il pouvait deviner. Si l'Amérique équipait les compagnies d'infanterie avec des bazookas en Afrique, elle ferait de même en Italie, en France, partout où les forces américaines opéreraient. Les implications pour l'avenir de l'Allemagne étaient claires. Dans les semaines qui suivirent le col de Kasserine, les renseignements allemands envoyèrent des bazookas américains capturés à Berlin pour analyse. Les armes arrivèrent à l'installation d'essais d'armes de la Wehrmacht à Kummersdorf le 28 février 1943. Les ingénieurs commencèrent immédiatement un examen détaillé. Les rapports techniques allemands de mars 1943 survivent dans les archives militaires. Ils révèlent à la fois de l'admiration et de la frustration. Le rapport nota: le lance-roquettes américain représente une solution simple pour la capacité anti-char de l'infanterie. Poids: 6 kg. Exigence de production minimale. Efficacité: pénètre 80 mm de blindage à 100 mètres. Cette arme peut être produite en masse en utilisant des installations industrielles de base. Les ingénieurs allemands comprirent rapidement ce que Weber avait calculé dans le désert. Les Américains avaient créé une arme qui était assez bonne. Pas parfaite, pas la plus puissante, mais adéquate, bon marché et fabricable en quantités énormes. La réponse allemande était prévisible. Ils copieraient le design mais l'amélioreraient, le rendraient plus puissant, plus efficace. Le résultat fut la Raketen Panzerbüchse 43, mieux connue sous le nom de Panzerschreck. Terreur pour les blindés. Le développement fut précipité. En septembre 1943, seulement 7 mois après l'examen des bazookas capturés, les premiers Panzerschreck entrèrent en production. La version allemande était plus grosse, 88 mm de diamètre au lieu de 60, ogive plus lourde, tube plus long, capacité de pénétration de blindage supérieure. Le Panzerschreck pouvait pénétrer 160 mm de blindage, presque le double des 80 mm du bazooka américain. Performance supérieure sur le papier, mais la culture d'ingénierie allemande créa des problèmes. Le Panzerschreck pesait 11 kg, presque le double des 6 kg du bazooka américain. Cela importait. Le poids supplémentaire fatiguait plus vite les équipages.
La portabilité diminuait. Les gaz d'échappement du moteur fusée étaient dangereux pour l'opérateur. Les premiers Panzerschreck exigeaient que le tireur porte un masque à gaz et un équipement de protection. Les versions ultérieures ajoutèrent un bouclier pare-flamme, mais cela augmenta encore le poids, à 11,8 kg. Le plus critique, le Panzerschreck était plus complexe à fabriquer. Le plus gros calibre nécessitait un usinage plus sophistiqué. L'ogive à charge creuse était plus complexe. Le moteur fusée nécessitait plus de propergol et une meilleure ingénierie. Les taux de production reflétaient cette complexité. L'Allemagne fabriqua approximativement 289 150 et un Panzerschreck pendant toute la guerre. De septembre 1943 à mai 1945, 21 mois de production, moyenne 13 769 par mois. L'Amérique, en comparaison, produisit plus de 476 000 bazookas à la fin de la guerre. De 1942 à 1945, moyenne 13 222 par mois sur une période plus longue. Les chiffres mensuels étaient comparables, mais l'Amérique avait commencé plus tôt. L'Amérique avait la capacité industrielle pour maintenir la production même dans des conditions de temps de paix. La production allemande était constamment perturbée par les bombardements alliés, les pénuries de matières premières et les difficultés de transport. Plus importante encore, la philosophie de design américaine était fondamentalement différente. Les Américains acceptaient le « assez bon ». Leur bazooka pénétrait 80 mm. C'était suffisant pour menacer les Panzer IV allemands sur les côtés et l'arrière. C'était adéquat pour détruire les blindés allemands plus légers. Cela forçait les chars allemands à opérer avec prudence. Les Allemands insistaient sur la supériorité. Le Panzerschreck pénétrait 160 mm. Excellent sur le papier, mais cela se faisait au détriment du poids, de la complexité et de la difficulté de production. À la mi-1944, quand les forces alliées débarquèrent en Normandie, la réalité mathématique était claire. Les bazookas américains étaient all-présents au niveau de l'escouade. Chaque compagnie d'infanterie américaine avait de multiples équipes de bazookas. Certaines estimations suggèrent que les divisions d'infanterie américaines en 1944 avaient 500 à 600 bazookas. La distribution des Panzerschreck allemands était plus limitée, généralement délivrés au niveau de la compagnie, pas de l'escouade. Moins de nombres totaux disponibles. Le résultat était prévisible. L'infanterie américaine avait une capacité anti-char écrasante. L'infanterie allemande, bien que possédant une arme techniquement supérieure, en avait moins. Weber, maintenant commandant d'une compagnie de Panzers en France, expérimenta cette disparité de première main pendant la campagne de Normandie. Juillet 1944. Bocage normand. Terrain haché, clos, restrictif, parfait pour l'embuscade d'infanterie. Terrible pour les opérations blindées. L'infanterie américaine occupait chaque haie, et chaque escouade d'infanterie avait des bazookas. La compagnie de Weber fut chargée de contre-attaquer les forces américaines près de Saint-Lô. L'attaque nécessitait de traverser 2 kilomètres de bocage. L'avance fut un cauchemar. Chaque haie cachait potentiellement des équipes de bazookas. Les Panzers ne pouvaient pas bouger sans soutien d'infanterie, mais l'infanterie allemande était clouée au sol par l'artillerie américaine et les tirs d'armes légères. Les Panzers avancèrent au pas, surveillant chaque brèche dans les haies, chaque ombre, chaque position de tir possible. À un moment, le Panzer de Weber fut pris en embuscade depuis 3 directions simultanément. Des bazookas à gauche, à droite et de face. Les 3 roquettes manquèrent de peu, mais l'impact psychologique fut sévère. Son conducteur se figea, refusa d'avancer. Seuls des ordres directs et des menaces redémarrèrent le mouvement. La compagnie avança de 400 mètres en 4 heures, perdit 2 panzers à cause de bazookas, 3 autres endommagés. L'attaque fut annulée. La doctrine des panzers allemands, basée sur la vitesse et l'agression, était morte. En Normandie, les chars rampaient à travers le terrain, dépendants du soutien d'infanterie, vulnérables aux embuscades, incapables d'exploiter une percée même quand elle était réalisée. Le bazooka américain, avec sa pénétration inférieure et son design plus simple, avait accompli ce que des chars alliés supérieurs ne pouvaient souvent pas faire. Il avait brisé la psychologie des panzers allemands. Weber survécut à peine à la Normandie. Sa compagnie fut détruite morceau par morceau.
Chars perdus à cause de bazookas, d'artillerie, d'attaques aériennes, de pannes mécaniques. En août 1944, quand les forces allemandes se retirèrent de Normandie, Weber commandait seulement 3 panzers opérationnels sur une compagnie qui en avait commencé avec 14. Les mathématiques de la guerre industrielle s'étaient révélées décisives. L'Allemagne avait construit un meilleur destructeur de chars. L'Amérique en avait construit plus, les avait distribués plus largement et les avait intégrés dans la doctrine plus efficacement. La supériorité de la conception ne signifiait rien quand on était submergé par la quantité d'une conception adéquate. La bataille des Ardennes, décembre 1944, représenta la dernière grande opération offensive allemande. Le pari désespéré d'Hitler pour diviser les forces alliées et reprendre Anvers. Pour cette offensive, l'Allemagne rassembla ses dernières réserves stratégiques. Des divisions de Panzers SS d'élite, des chars Panther et Tiger nouvellement produits, les meilleurs équipages encore disponibles. Sur le papier, les blindés allemands dans les Ardennes avaient tous les avantages. Surprise, concentration de force, chars individuels supérieurs, équipages vétérans. Mais l'opération échoua. De multiples facteurs y contribuèrent. La météo, les pénuries de carburant, la puissance aérienne alliée une fois le temps dégagé, la défense obstinée américaine. Mais un facteur critique fut la présence universelle des bazookas américains. À Bastogne, l'infanterie américaine encerclée tint bon contre des attaques répétées de Panzer. Les bazookas s'avérèrent décisifs dans le combat urbain à courte portée. Les chars allemands ne pouvaient pas manœuvrer dans les rues de la ville sans exposer leur blindage latéral et arrière vulnérable au feu des bazookas. À la crête d'Eisenborn, l'infanterie américaine repoussa des vagues d'attaques de Panzers SS. Là encore, les bazookas forcèrent les blindés allemands à maintenir leur distance, réduisant l'efficacité de leurs canons supérieurs. À Saint-Vith, les ingénieurs et l'infanterie américains détruisirent de multiples chars allemands avec des bazookas pendant la percée initiale, ralentissant l'avance allemande, gagnant du temps pour les renforts. Les rapports d'après-combat des Ardennes notent que le moral de l'infanterie américaine resta élevé même face aux blindés allemands. La confiance venait du fait de savoir qu'ils possédaient des armes anti-chars efficaces. Ils n'étaient pas impuissants. Les commandants de Panzers allemands rapportèrent le contraire. Prudence constante, peur de l'embuscade, incapacité à exploiter une percée même quand elle était réalisée. L'offensive des Ardennes échoua. Les dernières réserves de Panzer allemands furent détruites, et avec elles, tout espoir d'inverser l'issue de la guerre. Weber survécut aux Ardennes, se rendit aux forces américaines en avril 1945 alors que l'Allemagne s'effondrait. Pendant les interrogatoires d'après-guerre, les officiers du renseignement américain l'interrogèrent sur l'impact du bazooka sur les tactiques allemandes. La réponse de Weber, enregistrée dans les synthèses de renseignement, fut directe. Le lance-roquettes américain a rendu l'infanterie dangereuse pour les chars. Auparavant, l'infanterie fuyait devant les blindés. Après 1943, l'infanterie pouvait combattre les blindés. Cela a tout changé. La doctrine des panzers allemands supposait que l'infanterie se disperserait. Quand l'infanterie tenait bon et combattait avec ses armes, nos tactiques échouaient. Les statistiques finales racontent l'histoire. Production américaine de bazooka, 476 628 unités. Plus de 15 millions de roquettes produites. Coût unitaire en 1945, 19,80 $ à 25 $ par lanceur. 8,85 $ par roquette. Système complet avec 10 roquettes. Environ 110 $. Coût du Panzer IV allemand, environ 41 000 $. Panther, 47 000 $. Tiger, 1, 100 000 $. L'avantage mathématique était écrasant. Pour le prix d'un char Tiger, l'Amérique pouvait produire 4 000 bazookas et 10 000 roquettes, donner d'efficacité au combat des rapports de l'ordnance de l'US Army. Distance moyenne d'engagement avec le bazooka, 69 mètres. Probabilité de toucher à 50 mètres, 85%. Probabilité de toucher à 100 mètres, 42%. Pénétration de blindage, avec la roquette M, 6 à 3, 89 à 102 mm. Statistiques de destruction de chars du théâtre européen.
Chars détruits par d'autres chars, 38%. Chars détruits par des canons anti-chars, 31%. Chars détruits par des avions, 14%. Chars détruits par des bazookas, 12%. Chars détruits par des mines, 5%. Le chiffre de 12% pour les bazookas sous-estime probablement leur impact. De nombreux chars allemands furent abandonnés quand ils étaient menacés par des équipes de bazookas plutôt que réellement détruits. Les équipages fuyaient les véhicules plutôt que de risquer de rester à l'intérieur quand l'infanterie avec des lance-roquettes était présente. Les interrogatoires d'après-guerre d'officiers allemands révélèrent une évaluation constante. Le général Feldmarschall Albert Kesselring déclara que les lance-roquettes américains forcèrent des changements fondamentaux dans la doctrine tactique allemande. Les tactiques de vitesse et de choc qui avaient apporté la victoire en 1940 à 1941 furent annulées par les armes anti-chars d'infanterie. Le général Heinz Guderian reconnut que la prolifération d'armes anti-chars d'infanterie comme le bazooka invalida l'opération indépendante des blindés qui avait été centrale dans la doctrine allemande. L'influence du bazooka s'étendit au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Toutes les armées modernes équipent leur infanterie d'armes anti-chars portables. Le principe établi par le bazooka, donner aux soldats individuels le pouvoir de vaincre les véhicules blindés, reste fondamental dans l'organisation militaire mondiale. Les armes anti-chars modernes, RPG-7, Carl Gustaf, Javelin, AT-4, descendent toutes conceptuellement du M1 bazooka. Les détails ont changé. Les systèmes de guidage se sont améliorés. Les ogives sont devenues plus sophistiquées. Mais le concept fondamental demeure. L'infanterie doit posséder une capacité anti-char organique, ne pas dépendre d'unités spécialisées, ne pas attendre le soutien de l'artillerie. Chaque escouade a besoin de la capacité d'engager les blindés. Le bazooka américain prouva ce concept, prouva qu'il était fabricable, prouva qu'il permettait un entraînement rapide, prouva qu'il était efficace. Le bazooka ne gagna pas par la supériorité, mais par l'ubiquité. Chaque soldat américain devint un spécialiste anti-char. Chaque escouade devint une unité anti-char. Chaque position devint une zone de destruction de chars. Les prédateurs parfaits de l'Allemagne furent chassés jusqu'à l'extinction par une armée de chasseurs adéquats portant des tubes. Simple. Les mathématiques vainquirent la mythologie. La démocratie vainquit la tyrannie. Et une arme de $25 changea la guerre à jamais.